D'abord, ce livre, Vincent Tibéri, dans lequel vous cherchez à montrer que la France n'est pas plus conservatrice que par le passé, qu'elle évolue même vers plus d'ouverture et de progressisme, que la droitisation du pays dont on parle matin, midi et soir est donc un mythe, c'est un mot que vous employez au sens le plus plat du terme, un mythe. Et vous dites, vous l'écrivez simplement, je conteste qu'il y ait droitisation générale. Alors expliquez-nous comment vous arrivez à ce constat que certains pourraient trouver au choix iconoclaste, contre-intuitif ou carrément étrange. Oui, certains me disent même déconnecté. Alors soyons clairs. Je croyais que vous alliez dire déconnant. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Le but du jeu, c'est quand même de rester sur les données et de réfléchir au problème. Quand on parle de droitisation, effectivement, il y a un avant et il y a un après. Et puis il y a différentes dimensions. Très clairement, la scène politique, elle, c'est droitisé. Une partie de la scène médiatique, c'est droitisé. La question, c'est est-ce qu'il y a une droitisation chez les citoyens? Et là, il faut réfléchir, il faut regarder. Et plutôt que de regarder chacun ses réseaux, chacun ses envies, chacun ses séries. Le but du jeu pour moi est de reprendre l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont pu être faites par l'IFOP, par l'Ipsos, par la Sofres, mais également par les institutions européennes, les institutions françaises. Et à partir de ça, quand vous agrégez toutes ces séries, quand vous mettez ensemble des séries de questions sur le racisme, sur l'homosexualité, sur les rôles de genre, sur le rôle de l'État, sur le poids des impôts, vous vous rendez compte que c'est pas aussi simple. Et voire même, la France a considérablement progressé, notamment sur la question de genre et de minorité sexuelle. On passe d'un monde où effectivement on était extrêmement hétéronormé, extrêmement centré sur les hommes et la sexualité hétérosexuelle, et puis ça a considérablement changé. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la tolérance à l'endroit du multiculturalisme, de la diversité. Et c'est également les questions socio-économiques. Quand on demande est-ce que l'État doit intervenir dans l'économie, ça continue et c'est pas fini. Et vous parlez, en revanche, d'un conservatisme d'atmosphère qui imprègne le pays, un conservatisme qui a des relais dans les médias, des relais politiques, qui cherche à imposer l'idée que le pays est devenu à droite, voire très à droite, et qu'il attend de la fermeté. Expliquez-nous ce concept-là, et dites-nous si c'est vraiment qu'atmosphérique. Alors, très clairement, des intellectuels et des médias conservateurs, il y en a eu avant, et ça fait partie du jeu. Et certaines de ces figures intellectuelles étaient là dans les années 80, elles sont encore là dans les années 2020, et elles continuent à peser. Simplement, on les entend beaucoup plus. Et puis surtout, le monde médiatique a lui-même changé. C'est-à-dire que très clairement, on est dans une forme d'éclatement des publics et des chaînes. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation où les auditeurs d'Inter peuvent écouter les médias qui les intéressent, les auditeurs de CNews aussi. Et typiquement, ce qui se passe par exemple avec le public de CNews, qui est très caractérisé politiquement, c'est une forme de boucle, de boucle et d'enfermement où on a l'impression de ne plus être seul, de pouvoir être enfin entendu. Et derrière se joue une question du coup d'agenda, de manière dont on parle de la société. Et très clairement, voilà ce qui s'était passé en novembre dernier dans un territoire dans lequel vraisemblablement les gens de CNews étaient probablement jamais allé avant, mais très clairement la manière dont on a parlé de cette rixe n'était pas neutre. Et derrière, il y avait une tentative d'imposer une manière de parler, de le lier à l'immigration et au final de peser sur les campagnes qui suivent. Rixe entre deux bandes de jeunes.